Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Accord pour la paix au Mali. Comment surmonter les points de blocage? La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali n'avance pas à hauteur de souhait selon certains acteurs du processus. Au même moment, certains observateurs estiment que cet accord devrait être renégocié. Du côté du gouvernement, on prône pour une relecture intelligente du document. C'est le thème de notre grand dialogue de ce soir. Pour en parler, nos invités sont Ibrahim Maïga, analyste politique, Daouda Kinda, analyste politique, Boubacar Bokoum au téléphone, il est également analyste politique. Je suis Mariam Maïga, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Ibrahim Maïga, je commence par vous. 6 ans après la signature de l'accord pour la paix, où en sommes-nous? C'est devenu une lapalissade de dire que le processus de paix connaît des difficultés au Mali. C'est un accord qui a certes connu des avancées très fragiles, il faut le noter, des avancées et des acquis fragiles, mais surtout beaucoup d'obstacles à sa mise en œuvre et beaucoup de retard dans la mise en œuvre de cet accord. Je crois que c'est un bilan en demi-teinte qu'on fait de cet accord-là, qui a été signé effectivement en 2 temps, le 15 mai et le 20 juin 2015. Donc on est à la 6e année de la mise en œuvre de cet accord. Ce qu'il faut rappeler, c'est que cet accord a été signé dans un contexte particulier, un contexte de belligérance entre, d'un côté, le gouvernement malien et de l'autre, les mouvements armés, ce qu'on a appelé les groupes armés à l'époque. Et cet accord est intervenu dans un premier temps pour faire cesser les hostilités entre ces deux acteurs-là. D'une part, le gouvernement malien et d'autre part, les mouvements armés. Je pense que 6 ans après, c'est peut-être l'avancée la plus significative qu'on peut constater à l'œil nu. C'est qu'il n'y a pas de belligérance, il n'y a plus d'affrontement, de combat entre les FAMA, donc le gouvernement malien, et de l'autre côté, les anciens mouvements signataires. Je crois que c'est une avancée notable. L'autre avancée notable qu'il faut peut-être soulever, c'est la possibilité même qui est donnée aujourd'hui à des individus qui étaient dans la rébellion de participer à la vie publique et à la vie politique du pays. Je pense qu'il y a une semaine, une conférence de presse ou quelques jours, une conférence de presse a eu lieu ici même à la Maison de la Presse et qui a été animée par la CMA. Cela prouve aujourd'hui qu'il y a tout de même, je ne dirais pas un retour à la normale, mais il y a une acceptation de la CMA dans le paysage politique, dans le paysage bamakois. Je crois que c'est une avancée notable. L'autre avancée notable, c'est l'implication ou l'intégration même de membres de la CMA dans le gouvernement, la présence de membres de la CMA dans le gouvernement. La CMA y est représentée, mais pas que la CMA, il y a aussi la plateforme des mouvements du 14 juin d'Alger. Donc tout cela, ce sont des signes encourageants que la paix avance, mais avance très lentement. Je crois qu'aujourd'hui, les populations s'attendent à beaucoup plus de dividendes de la paix. Et malheureusement, on voit que malgré la bonne volonté des uns et des autres, en tout cas affichée par les uns et les autres, très peu de choses se passent concrètement et surtout très peu de choses arrivent aujourd'hui à changer le quotidien des populations. Daouda Kinda, quelles sont les avancées à noter 6 ans après la signature de ce document? À la suite de ce que M. Maïga a dit, moi je dirais qu'il y a des avancées. Je ne vais pas répéter ce qu'il vient de dire. Mais l'avancée notoire, selon moi, au plan de vue extérieur, c'est que la communauté internationale a accompagné le Mali dans ce processus. Cet accompagnement peut laisser à désirer, mais il faudrait dire qu'il y a eu une communion de cette communauté internationale autour de cette problématique-là. Il ne faut pas oublier non plus que le processus pour la paix, c'est un processus qui va vers la paix, mais ce n'est pas un accord qui installe la paix. Cette notion n'est pas trop comprise par le Malien lambda. Le gouvernement et l'État et les acteurs qui étaient impliqués dès le début du processus n'ont pas pris à bras le corps cet état des choses. Expliquer aux Maliens que l'accord ne va pas installer ipso facto
une paix dont les Maliens chérissent. Et il y a eu aussi beaucoup de changements au cours de l'application de l'accord, il faudrait le dire. De par sa lenteur, il y a eu d'autres acteurs qui ont surgi, notamment les groupes terroristes, qui maintenant maîtrisent beaucoup le terrain. Maintenant, il va falloir ploser sur cet aspect des choses. S'il ne faut pas aller vers une ouverture par rapport à une éventuelle implication de ces groupes terroristes qui seront pas radicaux, mais plus ou moins ouverts à un dialogue avec l'État malien. Donc moi je dis, il y a certes des avancées, comme l'a dit Maïga, mais l'épine reste toujours dans le pied des Maliens par rapport à ce processus. Boubacar Bokoum, vous participez à cette émission au téléphone. Quel regard avez-vous sur ces 6 ans de signature de l'accord pour la paix? Écoutez, je pense que beaucoup de choses ont été faites, au risque de me répéter, et de répéter mes prédécesseurs. Et le problème fondamental aujourd'hui, l'application de l'accord est à un niveau très avancé. Maintenant, la difficulté que nous avons, c'est l'opposition entre deux modèles de gouvernance. La plus grosse difficulté de l'accord, c'est quoi? L'accord est inscrit dans un modèle fédératif. Et l'État, au stade où nous en sommes, est effectivement dans un modèle central unifié. Donc le conflit entre ces deux modèles pose la difficulté en réalité de son application. C'est là toute la problématique. Sinon, le reste, c'est vraiment des problèmes secondaires de développement, ceux qui ne touchent pas seulement les régions du Nord, qui se posent dans toutes les régions du Mali de façon générale. Donc la plus grosse difficulté dans l'architecture de l'accord aujourd'hui, c'est la nouvelle architecture institutionnelle qui n'est pas comprise ni par certains acteurs, encore moins par la population. Parce que la plus grosse difficulté, c'est de comprendre que ce qui est en train d'être édicté dans l'accord semblerait être interprété par les uns et les autres comme un modèle de séparation. Alors que c'est tout à fait à l'inverse de la séparation, parce qu'on parle d'un modèle fédératif. Quand vous prenez les articles qui suscitent... ils font couler beaucoup d'encre aujourd'hui, notamment l'armée reconstituée, la police territoriale et éventuellement le président des régions qui est élu au suffrage universel direct. Ceci ramène en réalité à un modèle fédéral. Donc toute la complexité de l'accord aujourd'hui, c'est comment concilier ces deux mécanismes. Où aujourd'hui le Mali décide de rester dans le statu quo, dans l'ancien modèle, où on se dit on va vers un modèle fédéral. Et si c'est le modèle fédéral, ça veut dire que cette architecture doit être mieux élaborée parce que l'accord, en fait, n'est pas un accord de paix. C'est juste un squelette qui a été mis à la disposition des acteurs pour leur dire qu'il faut le parfaire, il faut le peaufiner, il faut se mettre d'accord sur la substance qu'il faut mettre à l'intérieur. Donc le modèle économique qui doit sous-tendre toute cette architecture de l'accord n'est pas défini dans l'accord, donc il reste à être réinventé. L'architecture institutionnelle qui doit être mise en place pour respecter la structure de l'accord, cette architecture aussi, elle est inexistante dans l'accord, donc il reste à être créé. Donc toute la difficulté, c'est à ce niveau. Le fait que depuis la signature de l'accord, on n'a pas suffisamment travaillé. L'État n'a pas commis les experts nécessaires pour travailler sur quelle architecture nous voulons plancher, qu'il faut partager avec les autres parties prenantes. C'est pourquoi vous verrez que dans l'article 65, cette révision, tant demandée par les uns et les autres, est prévue par ce même accord parce qu'on sait pertinemment que l'architecture elle est incomplète. Donc, à l'état actuel des choses, même ceux qui l'ont conçu savent pertinemment bien qu'il ne peut en aucune façon être exécuté dans l'état où il est. C'est pas possible parce que ça viole toutes les règles de bonne gouvernance. Quand vous prenez par exemple la région, le seul individu qui est le chef de l'exécutif, le chef du législatif, il ne peut pas cumuler tous les pouvoirs dans un système démocratique, ce n'est pas possible. Donc le complément de l'architecture qui consiste à dire comment on structure la gouvernance locale au niveau des communautés de localité, et en ramification avec la région et en ramification avec l'État central. Donc cette architecture, elle est inexistante. On ne peut pas appliquer l'accord tel qu'il est. Donc les autres aspects, il faut aussi qu'on dissocie le phénomène d'insécurité que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'il y a un amalgame terrible à ce niveau. On a l'impression que l'accord n'a rien servi parce qu'on a le sang qui brûle, on a toujours des morts, on a toujours des attaques, donc on a l'impression que c'est le problème de l'accord. Alors qu'il faut le dissocier, il est totalement différent de l'accord. L'accord a fait son chemin,
comme le professeur l'a dit, il n'y a plus d'affrontement entre notre armée et ses différents mouvements, donc c'est acquis. Donc maintenant, il s'agit de mettre en place l'architecture qui va nous permettre de vivre en bonne intelligence dans l'avenir. Donc ça, c'est l'architecture institutionnelle. Ensuite, le problème de développement, donc la question économique des ressources naturelles, ces questions ne sont pas structurées par l'État malien. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucune visibilité parce qu'il faut que l'État lui-même puisse donner une position claire par rapport à l'orientation qu'il donne à l'accord. Quelle interprétation l'État du Mali donne à cet accord? Ça éviterait aujourd'hui que certains s'asseyent pour donner des interprétations fallacieuses de l'accord, quand bien même certains ne l'ont pas lu. Donc on sort la chose de sa substance. Quand vous prenez un paragraphe et que vous commencez à l'interpréter en occultant l'ensemble de l'architecture de l'accord lui-même, donc ça fait peur et on ne comprend rien à comment tout ça est articulé. Donc il faut qu'on mette les choses dans leur contexte et qu'on fasse une lecture intelligente. D'accord, M. Bokoum, problème de structuration, il faut changer d'architecture autour de cet accord. Maïga disait que des avancées notoires ont été réalisées, même avis également pour Daouda Kinda. Aujourd'hui, si on doit accélérer la mise en œuvre de cet accord, par où devrions-nous commencer, M. Maïga? Je commencerai peut-être par la fin de l'intervention de Bokoum, qui a parlé d'un certain nombre de choses, d'insuffisance, de dysfonctionnement à l'intérieur même de l'accord. Je pense qu'il a totalement raison quand il parle de forte concentration de pouvoir entre les mains d'une seule personne ou d'un seul individu, en l'occurrence le président de région. Je crois que c'est l'une des critiques probablement les plus importantes à l'encontre de cet accord. Dans une société en plus multiculturelle, dans une société, même si je n'aime pas trop le terme, multicommunautaire, multiethnique, le fait de concentrer, de donner autant de pouvoir à un seul individu qui probablement appartiendra à une communauté qui peut être minoritaire ou majoritaire, c'est de nature à ne pas aller vers l'apaisement dans nos régions, et surtout qui peut même entraîner une forme de crispation, de repli communautaire ou identitaire. Donc je crois qu'il a parfaitement raison en soulignant ce point qui me semble l'un des points les plus problématiques en fait dans l'accord. Je crois qu'il a aussi rappelé le fait que cet accord s'est voulu un accord cadre et qu'il appartenait aux Maliens de discuter des modalités d'application. Je pense que c'est là où on a raté peut-être le coche. La discussion ou les discussions ne se sont pas poursuivies. Les discussions se sont arrêtées à Alger et on s'est cru dans l'obligation d'appliquer l'accord sans nécessairement discuter des modalités pratiques et fonctionnelles de l'accord. Je crois qu'il y a probablement cet exercice à mener. Maintenant, il faut créer les conditions d'une plus grande sérénité autour de l'accord. Pour répondre à votre question de façon plus concrète et plus directe, par où il faut commencer, je pense qu'il faut d'abord créer les conditions de confiance entre les parties. Il y a de la méfiance de part et d'autre, méfiance qui s'est probablement accentuée avec les événements des dernières semaines, puisqu'on a aujourd'hui à la tête du gouvernement quelqu'un qui, au cours de ces dernières années, s'est fortement opposé à l'application de l'accord. Donc c'est de nature à ne pas suffisamment rassurer l'autre partie, en l'occurrence les mouvements signataires. J'imagine que ces acteurs ont eu des garanties suffisamment solides pour rejoindre le gouvernement et décider d'aller de l'avant avec les autorités actuelles. Donc on peut capitaliser sur ces garanties-là et créer les conditions qui font qu'on peut discuter sereinement justement de la mise en œuvre de l'accord. Quelles sont les dispositions à revoir, quelles sont les dispositions qui ne nécessitent pas de modification et sur lesquelles on peut avancer. Je pense qu'il y en a plein aussi dans cet accord, plein de dispositions, plein d'aspects sur lesquels il est possible d'avancer, qu'il est possible d'actionner sans nécessairement passer par la case rélecture. L'autre élément qui me semble important à rappeler, il y a une enquête d'opinion, qui a été menée, réalisée par la Fondation Friedrich Ebert et dont les résultats ont été présentés la semaine dernière. Il y a un paragraphe qui m'a particulièrement intéressé, le paragraphe portant sur la connaissance des Maliens de l'accord pour la paix et la réconciliation. Je n'ai pas été foncièrement surpris par les résultats. À peu près 2 tiers des interviewés, des sondés, disent ne pas
avoir une bonne connaissance ou une connaissance moyenne de cet accord. Donc, ils ne connaissent pas. Pour ne pas dire qu'ils ne connaissent pas le contenu de l'accord. En même temps, vous avez plus de la majorité des interviewés qui demandent la relecture de cet accord. Ce paradoxe tient à... C'est paradoxal quand même. Vous ne connaissez pas le contenu de l'accord, mais vous souhaitez quand même qu'il soit relu. Et la plupart des gens qui vous disent aujourd'hui... Est-ce que ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas marché dans la démarche? Tout à fait. Je pense que quelque chose n'a pas marché dans la démarche. Je crois qu'il y a eu des efforts importants qui ont été faits par les autorités maliennes avec l'appui de la communauté internationale pour disséminer l'accord. Vous avez l'accord en plusieurs langues nationales, traduit en plusieurs langues nationales. Mais je crois malheureusement que l'accord, que la traduction s'est limitée à la lettre et pas à l'esprit de l'accord. Donc on a traduit des phrases, on est resté dans un jargon très technique. Malheureusement, il y a eu un faible portage politique de cet accord. Parce qu'en réalité, les éléments techniques intéressent ceux qui travaillent dans les différents domaines, que ce soit dans la construction d'institutions, d'organes, ceux qui ont une connaissance plus ou moins approfondie des dynamiques administratives, économiques. Mais pour la grande majorité des Maliens, ce dont ils ont besoin, c'est concrètement est-ce que cet accord va nous mener à la paix ou pas. Et je crois que c'est là où on a péché, où les autorités ont péché. L'idée même de la paix n'a pas été suffisamment entretenue et n'a pas été suffisamment incarnée par cet accord. Daouda Kinda, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette lenteur cette lenteur déjà constatée dans la mise en œuvre du document, on peut l'imputer à quoi? On peut l'imputer à beaucoup de facteurs. Il y a les parties qui ont consenti à cet accord. On peut dire que chacun fait de son mieux de son côté, mais si je peux dire, la faute est à partager entre eux tous. Si vous vous demandez du côté du gouvernement, il y a une velléité de la partie du côté de la CEMA de ne pas aller directement à l'accord. Moi, je le comprends parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'un processus d'accord, un processus pour la paix, il y a des préalables à faire. Comme vous l'avez tantôt souligné, il y a eu des problèmes, il y a eu une sorte de manque d'inclusivité en ce qui concerne les mécanismes même qui ont abouti à la mise en place de cet accord. Lui, il a parlé de la non-appropriation de la population malienne. Je parle de la population, je parle des Maliens du Sud, surtout qui sont opposés à cela. Moi, je dis, on a manqué de cette sorte de dialectique, d'aller à la profondeur du sujet de ce désaccord-là. Ce problème du Nord n'a pas commencé maintenant. Je me souviens, dans les écrits de Cheikh Anta Diop, qui parlait de l'Afrique précoloniale, il a fait un bouquin dessus. Il parlait de l'Empire Songhai, à l'époque où il y avait ce genre de problème entre les Arabes, les Touaregs et la classe dirigeante qui était noire à l'époque. Mais il y avait une sorte de, si on peut dire, d'équilibre social que les dirigeants politiques de l'époque ont pu mettre en place et qui s'est rompu avec la colonisation. L'accord a pris le problème de façon superficielle. Il ne faut pas oublier qu'on en est à notre 5e accord, même si les accords ne s'équivalent pas. Donc, il y a un problème qui consiste à ce que les accords sont tout le temps mis en place par une sorte d'élite, d'une sorte de bulle qui est en place et qui omet complètement ceux qui sont à la base. Moi, j'ai peur qu'à l'état actuel des choses, l'accord, si on va vers cet accord, l'application au forceps de cet accord, beaucoup me parlent de l'architecture institutionnelle, mais je suis désolé, l'architecture institutionnelle va obliger une révision constitutionnelle. Dans un pays où l'insécurité est criarde, dans un pays où il n'y a même pas d'institution légitime. Donc, moi, je crois qu'il va falloir qu'on retourne en arrière, qu'on voit ce problème de façon profonde, qu'on aille à la source du problème. Qu'est-ce qui fait que réellement, ce problème est d'ordre économique, ça peut être sociologique, mais il va falloir que les Maliens s'asseyent, qu'on discute autour de ce problème. Les 2/3 des Maliens qui sont opposés à cet accord sans pour autant le lire, ils se disent quoi? Ils se disent que l'accord est un fait établi par la communauté internationale, c'est un dictat qui favorise une minorité sur la majorité. Donc moi, je crois que ces genres de préjugés vont à l'encontre de l'application de cet accord.
La CMA, les dirigeants de la CMA, ils ont une base derrière, même si c'est une base minoritaire. L'État malien aussi ne va pas aller vers l'application de l'accord sans pour autant qu'il y ait une adhésion du peuple malien. Donc, en cela, ce serait quelque chose de flou. Voilà. Vous l'avez tantôt évoqué, des voix s'élèvent également pour demander la renégociation de ce document. Et s'il s'agit si on revisait l'accord pour la paix, Boubacar Bokoum, on doit commencer par quoi faut-il commencer? D'abord, il faut qu'on comprenne une chose. Tout ce qu'il a édité tout à l'heure n'est pas la faute à l'accord. Que le contexte ne s'y prête pas n'est pas la faute à l'accord. Donc, on ne fasse pas dire à l'accord ce que l'accord n'a pas dit. Ça, c'est juste un procès d'intention. Alors, si on veut revenir au fait, si le fait objectif demande une révision constitutionnelle et que nous, en tant que Maliens, nous savons que la situation sécuritaire aujourd'hui ne nous le permet pas, c'est à nous de le poser sur la table pour dire que ce n'est pas le moment propice. Donc, l'article 65 prévoit d'aller à ce dialogue. Le déficit de confiance, le fait qu'on ne se parle pas est le problème essentiel. Donc, la révision de l'accord ne souffre d'aucun problème. On n'a jamais dit que l'accord ne peut pas être révisé. L'accord en lui-même prévoit sa révision. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau. Ensuite, il faut comprendre... Et Boubacar Bokoum, si l'accord prévoit sa révision, on doit passer par quoi pour arriver à cette révision? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui expliquent cela? Mais bien sûr, il s'agit que les trois parties se retrouvent. D'abord, il faut que, c'est ce que j'ai dit à l'entame de mes propos, il faut que le gouvernement donne d'abord une interprétation, son interprétation de l'accord. Les mouvements armés aussi donneront les interprétations de l'accord. Ensuite, maintenant, on acte les points de divergence sur lesquels on s'assoit en face du médiateur ou de la communauté internationale. Mais toute la difficulté de cet accord est qu'on a internationalisé l'accord alors qu'il aurait dû être un dialogue maliano-malien. Donc l'accord, il est mal mis. C'est des réalités qu'on connaît. Mais le problème n'est pas là. Le fait est tiré, maintenant il faut le voir. Alors, si nous avons déjà un accord sous les bras qui pose autant de difficultés, ça veut dire que le problème, c'est le dialogue. C'est la reprise du dialogue entre Maliens. Il ne s'agit pas de faire intervenir la communauté internationale à tous les niveaux. Il s'agit que nous, entre nous, qu'on se parle, les articles qui nous posent problème, qu'on se dise franchement les choses dans les yeux et qu'on dise telle chose ne peut pas fonctionner et telle autre chose, éventuellement, on se met dans le compromis. Et ensuite, maintenant, la remodification va être témoignée par la communauté internationale. Il s'agit juste de ça. Donc, moi, je ne vois aucun problème en réalité. Ce que je constate seulement, c'est que l'État malien dort en réalité. Parce que ce travail technique doit être fait. Il ne faut pas que ce soit la rue qui dicte son opinion sentimentaliste. Parce qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit à l'État réellement de porter un projet, de dire quelle est sa position réelle et de parler à son peuple pour l'amener à comprendre dans un leadership bien éclairé, dans une communication bien faite. Mais malheureusement, l'État reste muet. Et chacun interprète à sa façon. Dans la rue, vous avez des gens qui n'ont rien compris de l'accord, c'est normal, parce qu'on ne leur a pas expliqué. Il y a des intellectuels même que je connais qui ont lu l'accord, mais qui apparemment n'ont rien compris, ou qui prennent les choses, interprètent à leur façon et le sortent de leur contexte. Donc si l'État lui-même ne structure pas sa communication, ne nous dit pas comment eux ils comprennent, maintenant si l'État nous dit, voilà de quelle façon je comprends l'accord, est-ce que le peuple est d'accord? Le peuple est d'accord. Et ensuite, l'accord n'est même pas accepté dans le nord du Mali, ce qu'il faut comprendre. Il y a plein de gens dans le nord qui n'ont jamais lu l'accord, qui ne le comprennent pas. Cet accord n'a pas parlé au nom des populations du nord, parce que ce n'est pas un principe démocratique. Il s'est imposé aux deux parties. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au moment où on signait l'accord, l'État du Mali avait des réserves et tout le mouvement aussi avait ses réserves. Donc en réalité, cet accord a été imposé par la communauté internationale sans un accord réel maliano-malien. C'est ça toute la difficulté. Donc c'est à nous de rattraper cette erreur technique, de dire maintenant, nous allons nous retrouver entre nous, nous allons nous parler entre nous, nous sommes des frères et il n'y a aucun problème. Et il n'y a pas de disposition dans l'accord qu'on ne puisse surmonter si on installe un vrai dialogue. Ibrahim, je vous voyais sourire. Je vous repose également la même question. S'il faut réviser cet accord, par quoi devrions-nous commencer? Je ne sais pas à quoi je souris exactement, mais je pense qu'il faut bien garder à l'esprit que l'accord lui-même prévoit les conditions de sa relecture. Fait que les mots sont importants, on ne parle pas de renégociation dans l'accord. L'accord prévoit une relecture, une révision.
C'est important parce que ça permet de maintenir le cadre et certaines dispositions, notamment celles qui ont trait au cessez-le-feu. Je crois que c'est un aspect extrêmement important et l'accord lui-même prévoit cela. Moi, j'ai l'habitude de dire que relire l'accord ou réviser l'accord, en fait, c'est appliquer l'accord. Puisque l'accord lui-même prévoit les modalités ou les conditions de sa révision. C'est une façon de le mettre en œuvre. Sa relecture est une autre façon de continuer, de poursuivre sa mise en œuvre. J'ai souvent l'habitude aussi de prendre cette analogie qui, de mon point de vue, correspond à la situation que nous vivons. Aujourd'hui, en fait, quand on parle de processus de paix, de défis, d'obstacles à la mise en œuvre de l'accord de paix, on cherche très rapidement un coupable. Et le coupable, tout trouvé, c'est l'accord lui-même, puisqu'il ne peut pas se défendre. Le gouvernement a un porte-parole qui est en mesure de défendre le gouvernement. Les mouvements signataires ont leurs différents porte-parole qui sont en mesure de défendre les positions des mouvements. Et c'est là où je rejoins un petit peu ce que beaucoup me disaient tout à l'heure. Parce qu'il ne faut pas non plus faire dire à l'accord ce que l'accord lui-même ne dit pas. Et donc j'ai l'habitude de prendre cette analogie. En fait, pour moi, est-ce que c'est un problème de véhicule ou un problème de chauffeur? Parce que quand ça ne marche pas, ou quand vous ne roulez pas bien, ça peut être soit le véhicule qui n'est pas en bon état, soit le chauffeur qui ne sait pas conduire. Donc il y a les deux possibilités. Le véhicule, pour moi, c'est l'accord, parce que l'accord trace un peu la route. Et puis les chauffeurs, c'est les acteurs de la mise en œuvre de cet accord-là. Et je crois que pour coller davantage à la réalité telle qu'elle se vit au quotidien et telle que moi je l'ai vécue, je crois que le problème se situe à deux niveaux. Il y a un problème au niveau du chauffeur ou des chauffeurs, il y a un problème aussi au niveau de l'accord, du véhicule. Donc je crois que, comme il l'a dit, si on parvient à instaurer le cadre pour discuter, dialoguer et aller vers une relecture, mais pour ça, il y a des gestes d'apaisement qu'il faut faire. Il faut rassurer les parties. Une relecture ne veut pas dire la remise en cause totale de tous les acquis de part et d'autre, que ce soit des acquis obtenus par le gouvernement malien, mais aussi des acquis obtenus par les mouvements signataires. Donc il faut rassurer un petit peu tout ce beau monde-là et aller vers une relecture, on parle de relecture intelligente, peut-être une relecture sereine, en tout cas dans un cadre serein, qui a créé les conditions. Et créer les conditions, c'est rassurer les uns les autres. Je pense que si on arrive à créer les conditions, on peut surmonter effectivement dans le dialogue un certain nombre d'obstacles qui sont souvent doctrinaires ou souvent même superficiels, parce que tout simplement on n'a pas eu l'occasion de se mettre autour de la table et d'échanger, et surtout d'évaluer à l'aune aussi de la réalité que nous vivons aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'accord a été signé en 2015, il y a de nouvelles dynamiques, il y a de nouvelles configurations, le Mali entre-temps a traversé un certain nombre de choses, donc tous ces éléments-là doivent être pris en compte dans le cadre de la relecture, du processus de relecture de cet accord. Mais il faut bien le dire, relire l'accord, c'est appliquer l'accord. Donc il n'y a pas de rupture de la chaîne. Je crois que c'est peut-être un message qui peut aussi rassurer les uns et les autres sur les intentions du gouvernement ou en tout cas de ceux qui appellent à la relecture de l'accord. Et faire la relecture de l'accord, c'est appliquer l'accord. Je vous prends, mais vous disiez également dans vos déclarations qu'une étude prouve que les Maliens qui demandent également à ce que l'accord soit revu, mais sauf que ces mêmes Maliens ne connaissent pas également le contenu de ce document. Aujourd'hui, que faut-il faire alors pour faire la promotion de cet accord, pour que ça soit plus digeste au niveau de la population d'Aurakinda? Il faut tout d'abord mettre le doigt sur le problème réel du nord du Mali. Bokoum l'a dit tantôt, c'est un problème qui est partagé par la majeure partie des Maliens. Le problème du nord, ce n'est pas seulement un problème d'ordre ethnique, c'est un problème d'ordre économique. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'infrastructures socio-économiques. C'est partagé de Kaï jusqu'à Kidal. Il faudrait aussi qu'on essaye de discuter autour de la réalité de ce problème. Beaucoup de Maliens qui ne sont pas d'accord avec l'accord sans pour autant le connaître ne savent pas ce qu'il y a lieu d'être. Alors comment faire pour que ces Maliens sachent le contenu de cet accord? Communiquer et aussi mettre un cadre de discussion serein. Comme l'a dit, l'accord, le plus gros problème de l'accord, c'est que il n'y a pas l'impression que c'est fait entre les Maliens.
un accord qui a été imposé aux deux parties, sûrement, il y aura des anticroches. Mais le plus gros problème du Mali, quand beaucoup me disent tantôt que l'État malien dort, moi je dis que l'État malien n'existe pas. De 2012 à maintenant, on a eu affaire à 3 coups d'État, 3 putschs. Ça veut dire qu'il y a une discontinuité institutionnelle au Mali qui est criarde. Des putschs, quand on dit des putschs, c'est des putschs militaires. C'est les militaires qui viennent au pouvoir. Et ils ont besoin, par rapport à des pressions extérieures de la CEDEAO, de la communauté internationale, ils ont besoin de cette toute petite dose de populisme. Et quand ils vont vers cette populisme, c'est sûrement, ça va aboutir à des notions du genre application intelligente de l'accord. Moi, je ne dis pas relecture intelligente. Le Premier ministre Choguel parle d'application intelligente. Donc, moi, je dis, c'est que il faudrait surtout que le Malien se sente intéressé par ce problème-là. Je l'ai dit aussi, le problème de l'insécurité est criard. Il y en a certains qui parlent de négocier avec les djihadistes. Moi, je ne sais pas dans quel pays on est capable, on a la volonté d'aller vers une discussion avec des gens qui sont armés, des fous de Dieu, comme on le dit, et ne pas vouloir discuter avec des Maliens, des gens qui sont d'accord pour être dans le Mali. Donc, il y a ce problème de manque de communication et de discussions intramaliennes, discussions intramaliennes sérieuses autour de l'accord. Je crois que l'accord prévoit une conférence, la tenue d'une conférence d'entente nationale. Une conférence d'entente nationale sérieuse cette fois-ci. Moi, je dis, il est temps. Mais il y a eu des conférences d'entente nationale. Il y en a eu que des noms. Il n'y a pas eu une implication réelle des Maliens. Il y a eu plein de conférences, plein de dialogues. Mais le problème persiste. C'est qu'on n'est pas allé droit au but. On n'a pas touché le problème réel qui est là. Il ne suffit pas de se mettre dans des salles climatisées à Bamako pour faire des accords. Le problème de l'accord, c'est ça. C'est un accord élitiste. C'est un accord entre des gens qui ont un certain niveau de, si je peux dire, de connaissances que le Malien lambda n'a pas. Donc, il va falloir que cet accord, à quoi servirait de faire un accord en français, après venir mettre des sous dans sa traduction dans les langues locales. Moi, je dis, l'accord avait ce temps, avait cette opportunité de faire l'inclusivité réelle autour de lui. Mais on a péché et on est dans ce problème actuellement. Boubacar Bokoum, comment faire aujourd'hui pour faire la promotion de cet accord-là, pour que les Maliens puissent s'en approprier? Non, c'est très simple. Il faut juste apprendre à respecter des populations que nous sommes censés diriger. La réalité, c'est qu'il y a une rupture de banc. On est en rupture très profonde entre les gouvernants et ceux qui sont gouvernés. Les gens dans les confins du Mali ont l'impression que les gens à Bamako, ils font ce qu'ils veulent. Donc le citoyen lambda, il s'occupe de son activité, de son agriculture, de son élevage, de sa pêche. Ce que Bamako fait ne l'intéresse pas en réalité. Parce que nous sommes gouvernés par un modèle néocolonial. Donc si on ne va pas à la rupture pour aller écouter réellement le peuple, savoir qu'est-ce que le peuple attend de ses dirigeants, non, on n'a pas la solution. Donc cet accord, il s'agit de le faire redescendre plus bas, d'utiliser le langage que les gens comprennent. Parce que quand vous regardez les traductions, elles sont faites dans des livres, dans des documents. Combien de Maliens sont alphabétisés, même en Peul, en Tamashek, en Bambara? Il y en a très peu. Donc en réalité, l'outil de communication qui a été mis en place n'est pas adéquat. Parce que les gens, à partir de leur bureau, conçoivent des choses sans référer à ceux à qui ils s'adressent. Donc les canaux de communication réels existent. Le peuple, il faut aller vers lui expliquer. Il vous dira ce qui ne marche pas avec lui, avec quoi il n'est pas d'accord. Même dans le nord du Mali, vous prenez beaucoup de gens, des Touaregs, des Soareils, et tout ce qui vont avec, mais ils te diront qu'ils n'ont pas compris l'accord. Donc, en fait, on parle au nom de qui? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'usurpation, que ce soit au niveau du sud ou que ce soit au niveau du nord? Les gouvernants qui sont là,
qui donne l'impression aux gens du Nord qu'ils sont en train de travailler pour le Sud ne le sent pas. Vous partez à Caille, il n'y a pas de développement. De l'autre côté, vous partez au Nord aussi, les mouvements qui sont censés représenter ces gens. Mais en fait, il y a une usurpation réelle. Quand vous regardez à peu près celui qui a été tué à Bamako, dans quelles conditions il est parti à Kidal, vous voyez comment les gens y vivent. Non, il y a un dysfonctionnement énorme. Donc les gens ne se retrouvent pas dans le modèle de ceux qui sont censés être leurs représentants ou qui parlent à leur nom. Donc il faut redescendre. Il faut démocratiser la chose. Il faut rendre la chose plus accessible et donner la possibilité aux communautés intéressées elles-mêmes de s'exprimer sur les questions. Ibrahim Maïga, 6 ans après la signature du document, qu'est-ce qui fait que le Malien lambda ne se retrouve pas jusqu'à présent dans ce document-là? Alors, je pense qu'il y a 1001 raisons qui font que les Maliens... Parce qu'on a tantôt dit, l'accord a été traduit, ça a été dans des langues, ça a été dit à la télé, à chaque fois on revient là-dessus. Et chaque année également, il y a des discussions autour de ça, il y a le CSA qui se tient. Qu'est-ce qui fait que le Malien lambda ne parvient pas à connaître le contenu de ce document? Alors, je pense que beaucoup m'a égrené un certain nombre d'éléments qui expliquent en partie la distance que les Maliens ont vis-à-vis de cet accord-là. Mais j'aimerais quand même, avant de répondre à cette question, rebondir sur un certain nombre d'éléments. Le premier, c'est que cet accord, effectivement, on parle beaucoup du Nord, mais c'est l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. Les mots ont leur importance. Cet accord, si on le regarde de très près, il y a bien entendu des clauses ou des dispositions des mesures spécifiques au Nord, ou aux régions dites du Nord, mais il y a aussi un certain nombre de mesures, de dispositions qui concernent l'ensemble du territoire national. Donc il ne faudrait pas, je pense, aussi donner l'impression que cet accord, c'est pour le Nord. Effectivement, comme le volet régionalisation. Le volet, enfin, un certain nombre de dispositions qui ne sont pas uniquement liées à la régionalisation, même les dispositions en lien avec l'économie et le développement peuvent s'appliquer à d'autres régions en dehors des régions dites du Nord. Je crois que c'est un aspect important sur lequel je crois que beaucoup ont péché, que ce soit le gouvernement, mais aussi les partenaires internationaux qui ont l'habitude de dire que bon, l'accord de paix résout le problème du Nord, mais ça ne résout pas le problème du Centre, ça ne résout pas les problèmes d'autres parties du Mali. Donc je crois que c'est un élément important par lequel il faut commencer. Ce n'est pas un accord pour le Nord, c'est un accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Il y a bien entendu des mesures spécifiques qui concernent le Nord pour un certain nombre de raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas, aujourd'hui en tout cas. Je crois que c'est peut-être aussi dû en partie par ce manque d'inclusivité dans le processus d'élaboration de l'accord lui-même. Et là, il faut constater, regretter aussi le fait qu'on ait usé d'une vieille recette. C'est que dans les années 90, les accords qu'on a signés, que ce soit à Tamanrasset ou par la suite à Alger, un peu moins avec le pacte national, ce sont d'abord les partis au conflit, c'est-à-dire le gouvernement malien avec ses représentants et les principaux mouvements armés, donc les hommes en armes, qui ont discuté, négocié et qui sont parvenus à un accord, sans nécessairement inclure ceux qui font les frais de l'insécurité, c'est-à-dire les populations civiles, les Maliens lambda, comme on les appelle. Et je crois que malheureusement le processus à Alger a péché, même si on a tenté de rattraper un petit peu en conviant de la société civile pro-gouvernement, la société civile pro-CMA, pro-plateforme. Donc je crois que à cause de ce manque d'inclusivité, justement, le message n'est pas bien passé. Et on a eu le sentiment, en plus de ne pas être concerné par l'accord, que cet accord n'était destiné qu'au Nord, qu'aux régions du Nord, et surtout ne visait qu'à satisfaire une partie, c'est-à-dire ceux qui ont pris les armes. Je crois que c'est l'un des écueils importants vous parliez de promotion, dans la promotion de cet accord. Puisque ces étapes ont été malheureusement ratées, c'est extrêmement difficile de faire comprendre aux gens que cet accord va au-delà du Nord, ne concerne pas que le Nord, qu'il y a des dispositions intéressantes, importantes pour les autres parties du pays. Je pense que beaucoup m'a également évoqué la question de consulter les populations. Je crois que notre ami Kinda aussi est revenu sur la conférence d'entente nationale, qui est une possibilité, mais aller plus en détail, plus dans le fond des choses. Dans cette situation, le gouvernement de transition a le temps de régler toutes ces questions d'ici la fin de son mandat?
si on s'en tient au chronogramme qui met fin à la transition en février-mars 2022, il me semble irréaliste de penser que toutes ces étapes peuvent être franchies d'ici là. Mais on peut commencer. On peut créer les conditions pour faciliter le travail à ceux et celles plutôt qui viendront après la période transitoire. Ça, c'est possible. On peut ne pas terminer le processus, mais on peut l'enclencher, on peut inscrire ça dans les actions prioritaires, on peut instituer une dynamique qui permettra à d'autres de prendre le relais. Mais je voulais juste insister sur le fait qu'il n'y a pas une seule façon ou un seul moyen de consulter les populations. Je crois effectivement que nous péchons souvent par manque de consultation et d'inclusivité de nos populations, celles qui se trouvent aux confins du Mali, comme on le dit. Mais il ne faut pas non plus se faire d'illusions, c'est-à-dire que le processus se termine généralement dans une salle avec des gens qui peuvent codifier ce qui a été retenu, ce qui a été avancé par les uns et les autres. Je crois que c'est un élément extrêmement important. Et maintenant, pour répondre à votre question sur la promotion de l'accord, je crois que c'est ce que je disais en début de l'intervention. Ce qui a manqué, c'est le portage politique. L'esprit de l'accord n'a pas été suffisamment disséminé, suffisamment partagé par les populations. Je vous donne un exemple. Vous savez, dans les années 90, il y a une étude qui a été menée en Allemagne. Pour comprendre un petit peu, parce que l'Allemagne était divisée. Vous avez la RFA et la RDA. Et il y a eu un accord de réunification de ces deux Allemagnes-là. Et quand on a demandé aux Allemands, les Allemands qui sont quand même, voilà, c'est un peuple éduqué, alphabétisé, comme on veut, instruit en majorité, quand on leur a demandé, mais est-ce que vous saviez ce que contenait cet accord-là? Ils disaient non, en grande majorité. Mais on leur a dit, mais pourquoi vous avez plébiscité cet accord? Parce que pour nous, cet accord voulait signifier la paix. Cet accord signifiait la paix, et donc nous, on souhaite aller vers la paix, et c'est la raison pour laquelle on a plébiscité cet accord. C'est une anecdote, mais c'est un parallèle intéressant avec la situation du Mali. Donc je crois qu'il faut peut-être sortir aussi de la mécanique technico-opérationnelle avec des dispositions. De toutes les façons, même les plus instruits ne comprendront pas forcément, parce qu'il faut être dans le domaine, il faut être dans le domaine de l'administration, dans le domaine technique de l'économie, etc., pour comprendre un certain nombre de dispositions. Je crois qu'il faut nourrir cet esprit pour la paix, donc un projet pour la paix. Daouda Kinda, êtes-vous d'avis avec les propos que vient de dire M. Maïga, ou selon vous, qu'est-ce que les autorités de la transition devraient faire pour combler les attentes de la population concernant la mise en œuvre de ce document? Je suis d'accord en partie, mais il y a un bémol. C'est que, c'est vrai, comme il a dit, tout processus doit aboutir à une sorte de, si je peux dire, d'institutionnalisation qui se fera surtout avec une minorité dans une salle, c'est vrai. Mais le problème au Mali, c'est que moi, je prends l'exemple sur le DNI. Le DNI, ce n'est pas exemple de tout reproche, mais le DNI a pu mettre en place une sorte de cloisonnement administratif qui est descendu jusque dans les communes, jusque dans le cercle. On a fait des forats, on a amené des gens à parler du problème et de leur attente. Ce qui ne s'est pas fait avec la conférence d'entente nationale. Non, je ne suis pas dans la comparaison, mais le DNI, c'est quand même achevé ici au CICB. Exactement, voilà, c'est ce que je dis. Il faut une émulation dès la base. C'est ça le problème. Il faut une émulation dès la base. On a eu la Constitution de 91. La Constitution de 91, on a vu comment ça s'est fait. C'est que le Mali a été appelé à parler du problème. On a discuté pendant des semaines du problème. Donc il faut discuter, aller au fond, il faut aller au fond. Le parallèle avec l'Allemagne, c'est que l'Allemagne était dans une guerre froide. On est presque à la fin de cette émission. Voilà, Monsieur Bokoum, vous êtes avec nous. Quel doit être à présent le cap du gouvernement pour la mise en œuvre de ce document? Non, très rapidement, je dis qu'il faut juste qu'on arrête de mentir aux gens et qu'on se parle franchement. Parce que les DNI et toutes ces conférences-là, elles ont été très vite biaisées. Donc, il faut maintenant qu'on enclenche un processus dans lequel on se parle réellement. Les 9 mois suffisent largement pour arriver à quelque chose si on se met d'accord. Parce que le problème du référendum, c'est d'abord un consensus politique qui va permettre de le faire parce qu'on est dans une zone d'insécurité. Donc, tous ces mécanismes dépendra de l'entente des Maliens. Est-ce qu'on est capable... Merci beaucoup, Boubacar Bokoum. Je vous prends au mot. Enclencher un processus pour se parler réellement, c'est ce qui met fin à cette émission de Grand Dialogue.
Merci à nos invités. À la régie vidéo, il y avait Nouhoum Djire, au son Mamadou Ouattara. Bonne soirée à toutes et à tous et à un autre numéro. Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Sigi Kafoba.